À la différence de ceux des femmes, les désirs sexuels mâles sont toujours passés pour légitimes, comme porteurs d'un droit impérieux à l'assouvissement. L'homme éprouverait l'irrépressible besoin d'expulser fréquemment sa semence et d'en jouir. Il aurait aussi faim de jeu, de sensualité, de transgression, de variété et de nouveauté. Son épouse ne pourrait donc le satisfaire ni quantitativement ni qualitativement. Plutôt que de la dégrader, mieux vaudrait recourir à une femme que l'on respecte moins, voire pas du tout. D'ailleurs, ne disait-on pas au Moyen-Âge que jouir en payant, c'est jouir sans péché? Voici un extrait du livre Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet. Aujourd'hui, on va justement parler des putes. Une pute, une putain, une prostituée. Il y a mille et une façons de nommer la femme qui vend du plaisir. Et disons-le franchement, chacune de ces formulations est désormais une insulte. Pourtant, aucune insulte n'existe pour nommer le client. On est d'un coup plus très créatif. Mais ce qui est fascinant, ou consternant, selon l'humeur, ça dépend, c'est que le mot pute ne sert même plus à désigner une prostituée. Il est devenu une insulte générique, appliquée à toutes les femmes qui dévient, qui transgressent, qui sont un peu trop présentes, qui couchent trop librement, ou tout simplement qui vivent comme bon leur semble. Et pourtant, que fait une prostituée? Elle vend un service en échange d'une rémunération. Ça s'appelle une transaction. Jusque-là, rien de très révolutionnaire. Une mannequin, elle aussi, vend son corps pour une image, une posture, une association à une marque, en échange d'un salaire. Une actrice aussi le fait. Moi, je vends mon corps à ma chaise de bureau et pour aller répondre à des mails. Je vends mon corps à mon entreprise pour y aller tous les jours. Quelqu'un qui travaille dans le BTP vend son corps pour sa force en échange d'un salaire. Au fond, je pense qu'on est tous et toutes la pute de quelqu'un. La seule différence, c'est ce qu'on met sur le contrat. Mais à partir du moment où ça touche au cul, là, c'est panique à bord. Il ne faut surtout pas que ça soit assumé. Vendre du sexe, c'est indécent. Mais pourquoi cette fixation sur la pute? Pourquoi elle? Pourquoi ce mot, c'est celui qu'on crache dès qu'on a envie de salir une femme? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est toujours elle qu'on interroge, qu'on moralise, qu'on condamne, et jamais le client? Lui, il reste dans l'ombre, il est le client, comme au supermarché, ça c'est un mot. Propre, neutre, hygiénique, pour tout le monde. Il n'y a pas plein de mots, juste un client, on le questionne pas, il paye, c'est tout. Et elle encaisse, et en plus, elle est soumise à une suspicion éternelle. En colère, en colère, en colère, en colère. Alors déjà, il y a une conception genrée du plaisir. Pour mieux le comprendre, il faut remonter dans le passé à des moments précis où se sont cristallisées les normes autour du sexe, du genre et du pouvoir. Par exemple, dans la Rome républicaine, du 4e au 1er siècle avant Jésus-Christ, le citoyen romain se définit par sa capacité à dominer. Dominer politiquement, mais aussi sexuellement. Il peut coucher avec qui il veut, vraiment, c'est la ribambelle du slip, des esclaves, des prostituées, des femmes libres, des hommes, tant qu'il reste actif, tant qu'il pénètre. La passivité, elle, est honteuse. Elle est associée au statut inférieur. L'esclave, l'enfant, la femme. Et le plaisir féminin devient une menace. Pourquoi? Parce qu'il pourrait inverser la hiérarchie. Imaginez que la femme veuille aussi prendre, veuille aussi posséder, veuille aussi jouir et exiger, ça lui donne une position hiérarchique plus forte, une position aussi de personne qui pénètre de manière métaphorique, et ça, c'est absolument insupportable. Elle est censée être une offrande, un réceptacle pour ne pas être en compétition avec la hiérarchie masculine. C'est là que naît un double standard féroce que l'autrice Olivia Gazalet décrit très bien. Le plaisir masculin est célébré, glorifié, nécessaire même, alors que le plaisir féminin est toujours pointé du doigt. Le sexe, c'est pas censé être fait pour la femme, sauf si la femme a envie d'enfanter. Sauf si la femme est mariée. Et encore, si t'es mariée, faut pas non plus trop y prendre goût. Tu te prends pour qui, ma cocotte? Dans ce cadre-là, le personnage de la prostituée devient donc un exutoire commode. Elle est celle qui autorise l'homme à être un homme avec son pénis, tu vois, à pénétrer à volonté, en veux-tu en voilà, le flunch du kiki. En fait, elle autorise l'homme à être qui il est sans que la femme honorable, c'est-à-dire l'épouse, ne soit salie. Elle est censée être pure, fidèle, maternelle. Elle n'a pas de corps ou alors elle a un corps qui est au service d'un projet reproductif. Elle est censée assurer une lignée. Elle n'est pas censée kiffer avoir les jambes en l'air.
La prostituée, elle, au contraire, elle est la délivrance incarnée, l'inverse de cette utopie, un corps qui prend tout ce qu'il y a à donner, que ce soit du sexe ou de la violence. Là, il est donc essentiel de parler du mythe de la Vierge, de la mère et de la putain. Olivia Gazalé en parle d'ailleurs beaucoup dans son livre, donc je me suis vraiment inspirée de ce qu'elle a écrit. C'est peut-être la plus vieille trilogie de l'histoire du sexisme, celle de la Vierge, de la mère et de la putain. 3 rôles bien définis, soigneusement cloisonnés, que les femmes peuvent occuper, mais jamais, never, simultanément, évidemment. On mélange pas les serviettes et les torchons. On vous laisse choisir, mesdames, entre pureté, maternité ou déchéance sociale. Peu importe votre choix, vous serez toujours perdante. Alors, on va commencer par la Vierge. La Vierge, c'est la promesse. La jeune fille, bien comme il faut, celle qui ne connaît absolument rien du sexe. La Vierge, c'est l'objet de convoitise, précisément parce qu'elle est intouchée. Ce qui attire, c'est justement qu'elle n'a jamais servi, comme une voiture neuve, voilà, encore sous plastique. Dans de nombreuses sociétés, la virginité est une obsession collective. C'est comme un certificat de conformité. En Grèce antique, les prêtresses, comme les Vestales à Rome, sont vierges, parce que le sexe les rendrait, guess what, impures. Voilà. Dans la chrétienté, la Vierge Marie est le modèle absolu. Elle accouche sans rapport sexuel. Preuve qu'une femme peut être mère sans avoir de désir, ni de pénis qui rentre dans son vagin. Chapeau Marie. Quelle reine. Ce mythe de la Vierge, il n'est pas apparu spontanément dans le ciel d'un coup de baguette magique. Il répond à une nécessité sociale. Maintenir le contrôle sur la sexualité féminine pour mieux garantir la filiation masculine. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer un petit peu plus tôt. Autrement dit, si la femme couche avec plusieurs hommes, comment être certain que l'enfant est bien celui de l'époux ? Il faut donc que les femmes soient surveillées pour que les hommes soient sûrs que l'enfant soit le leur. C'est ça ou le chaos généalogique. Ensuite, on a la mère. La mère, elle est sacralisée. On l'honore, on la respecte, on l'élève au rang de pilier de la société. Mais attention, ce respect repose sur une condition fondamentale. Elle n'a pas de libido, ou en tout cas elle ne doit pas en parler. La maman n'est pas censée dire qu'elle adore se faire tringler contre un mur. Ça, non. Elle est censée seulement avoir des instincts maternels. Elle ne jouit pas. Elle ne séduit pas. Elle devient un corps fonctionnel. Un utérus en mission. Un sein nourricier. Pas un téton qui a envie de se faire mordiller par son mec en mode chacal, non. Le téton est sacré. Le sein est sacré. Résultat, on la respecte, mais voilà, elle n'est pas baisable. C'est pas un hasard si tant de femmes racontent qu'après leur premier enfant, leur compagnon les désire moins. Ou même que dès qu'une femme accouche, elle perd le statut de femme et d'un coup tout tourne autour de l'enfant, comme si sa vulve avait disparu. Et puis il y a la figure de la putain. Celle qui reste, celle qui prend tous les coups, celle sur qui on projette tous les fantasmes qu'on a gardés en nous parce qu'on ne peut pas les donner à la Vierge, on ne peut pas les donner à la mère. Donc, bam, il y a la pute qui arrive. Et c'est le réceptacle parfait. La putain, c'est la déviance, la transgression, le sexe pour le sexe. Elle n'existe que pour le plaisir, mais aussi pour être dégradée. Parce qu'il faut bien que quelqu'un paye pour que les autres restent purs. Attends, elle est l'exutoire, la figure sacrificielle de l'homme en demande. On la méprise, parfois on la traque, et en même temps on l'utilise. Et plus elle assume son rôle, plus on l'enfonce. C'est-à-dire qu'on a besoin de la pute, mais plus elle dit « Bonjour, c'est moi, je suis une pute », plus on lui dit « Oh là là, ça va pas le faire du tout ». D'ailleurs, les personnes en situation de prostitution sont nettement plus exposées à la violence que les autres femmes. En France, selon le rapport annuel de Médecins du Monde en 2023, 63% des personnes en situation de prostitution ont subi des violences physiques, 53% des violences sexuelles et plus de 90% des agressions provenant des clients. On peut prendre l'exemple de Vanessa Campos, qui a été tuée en 2018 dans le bois de Boulogne. Elle était trans, migrante, travailleuse du sexe, et elle a été assassinée par un groupe d'hommes alors qu'elle tentait de protéger un client d'un vol. Ce meurtre, il a déclenché une vague d'indignation de la part de la société. Non, bien entendu que non. Ce meurtre n'a pas déclenché de marche blanche, ni de minutes de silence à l'Assemblée. Trop pute, trop trans, trop marginal pour mériter le statut de victime. En 2022, dans la Drôme, il y a une travailleuse du sexe qui a aussi été retrouvée morte, brûlée vive
dans sa voiture. Elle avait porté plainte plusieurs fois contre des clients violents. Et on l'a classée sans suite, bien évidemment, parce que pourquoi écouter une femme et encore plus, pourquoi écouter une pute ? Son métier faisait d'elle une plaignante pas crédible. Parce que oui, en fait, on adore prétendre que les prostituées ont choisi ce qui leur arrive, si elles se font violenter. Comme si vendre son corps pour de l'argent, c'était automatiquement renoncer à son consentement, au droit de dire non. Voilà, non. Là, j'ai pas envie. Et même sans en arriver au meurtre, les violences du quotidien sont multiples. Le harcèlement par les policiers, les insultes en pleine rue, les regards lourds, les violences gynécologiques, l'humiliation sociale, la précarité. Certaines femmes se font aussi cracher dessus à la sortie des hôtels, d'autres se font filmer à leur insu, menacées d'être balancées à leur famille. Et d'après une étude de l'ONG Cabiria, plus de 70% des travailleuses du sexe déclarent avoir déjà été victimes de violences verbales ou psychologiques répétées, notamment depuis la loi de pénalisation du client en 2016, qui a poussé l'activité encore plus dans l'ombre et encore plus dans le danger. Et pendant ce temps, les clients, eux, d'ailleurs, restent complètement invisibles. Pas de chasse à l'homme pour les retrouver, pas d'inventaire public de leurs méfaits. On parle d'hommes en manque, d'hommes solitaires, d'hommes accros au sexe, d'hommes qui ont des besoins. Voire même, non mais ils sont respectueux quand même, parce qu'en plus ils ont payé. La blague. À ce rythme-là, on pourrait leur remettre la Légion d'honneur pour leur sens du commerce équitable. Là, on se fout de la gueule de qui ? Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'être prostituée, ça n'a pas toujours été synonyme de honte ou de marginalité. À certaines époques, c'était même un métier reconnu, intégré dans les systèmes sociaux, voire religieux. Dans la Mésopotamie antique, il existait des prostituées sacrées appelées naditu, ou naditu, je sais pas comment on prononce, je viens pas de Mésopotamie antique. Même à Rome, certaines prostituées avaient un statut légal et parfois une influence, on les appelait les mérétrices. Mais en fait, cette vision de la prostituée a changé avec la religion chrétienne. À partir du IVe siècle, avec l'influence de saint Augustin et ses copains théologiens, le corps devient sale, le sexe devient un péché et la femme devient synonyme de tentation. La pute, elle devient une pécheresse, ou pire, une sorcière, qui détourne l'homme du droit chemin. Souvent on dit que les femmes sont le sexe faible, mais les hommes, si vous êtes détournés du droit chemin si facilement, franchement, c'est vous les faiblards là. Avec la religion, il y a une autre pensée qui s'est développée. La femme aurait une voracité sexuelle inquiétante. Son plaisir serait malsain car elle n'en aurait jamais assez. Ça, c'est pas moi qui le dis. Vraiment, ça c'est historique, hein. L'autrice Olivia Gazalet nous rapporte d'ailleurs dans son livre le fond de cette pensée qui s'était développée au sujet des femmes. 2 points, ouvrez les guillemets. C'est la disposition caverneuse de ses organes génitaux qui laisse imaginer que quelques démons se cachent au fond de la grotte, lequel pourrait menacer la majesté phallique. Dans certaines cultures, on retrouve aussi le mythe du vagin armé de dents. Le sexe féminin est une grotte maléfique qui peut mordre le pénis, pardonnez-moi, le rétrécir et dans le pire des cas, l'avaler goulûment. Mais vous étiez complètement siphonnés, messieurs, là. Ça va pas ou quoi ? Vous avez la peur de l'inconnu, là, hein ? Ibn Sulayman, l'auteur, disait « La femme n'est ni rassasiée, ni excédée par la copulation, au contraire de l'homme. Son désir à lui de copuler baisse une fois qu'il s'y adonne. Mais si on copule, paraît-il, nuit et jour, des années durant avec la femme, elle n'atteint jamais le point de saturation. » Sa soif n'est jamais étanchée. Olivia Gazalet, du coup, explique que cette fin apparaît comme un rappel constant que l'homme ne domine la femme que s'il est en mesure de répondre à la faim en restant dur, c'est-à-dire en érection. Le concept de virilité, qui initialement veut ranger les femmes dans des cases et des hommes dans d'autres cases, se retourne donc contre les hommes qui l'ont créé. Parce que, en voulant avoir une position de dominant viril et fort, une de leurs plus grandes peurs devient l'impuissance. Le mythe de la virilité est un piège pour les deux sexes. Bon, ce triptyque vierge, mère, putain repose sur une idée centrale. Une femme ne peut donc pas être multiple. Elle peut pas être à la fois un symbole de respect et de chasteté, une mère aimante, symbole de l'élargissement d'une lignée, et une amante passionnée et libre. Le rapport à la prostitution dit quelque chose d'essentiel sur la sexualité masculine normative.
elle a besoin d'un ailleurs. Car dans la logique patriarcale, on ne peut pas salir celle qu'on respecte. L'inverse est aussi vrai, on ne peut pas respecter celle qu'on salit. C'est donc tout naturellement que la figure de la prostituée est devenue l'exutoire de pulsions considérées comme inavouables. Et ce qui est affligeant, c'est que cette logique continue de façonner notre manière de voir les femmes. La jeune femme qui se préserve à jamais, bon, ça c'est une nonne, donc bon, il y en a peu dans les rues. Mais admettons qu'il y ait une femme qui essaye de se préserver, déjà on va penser qu'elle est totalement coincée. Ensuite, si elle devient mère, elle cesse d'être femme. Si elle travaille trop et si elle aime se faire plaquer violemment contre son lit, eh bien, elle cesse d'être une mère. Et au fond, comme l'idéal de la Vierge est impossible à atteindre, on est un peu toutes destinées à devenir des putes. C'est super. Yay! Maintenant, où est-ce qu'on en est ? Aujourd'hui, avec la loi française de 2016 qui était censée protéger les prostituées en criminalisant les clients, en fait, il y a eu des effets complètement pervers. Beaucoup de prostituées se sont retrouvées encore plus vulnérables, obligées de travailler dans des zones plus isolées, avec des clients plus violents, plus exigeants et plus dangereux. Aujourd'hui, heureusement, il y a des structures comme le mouvement du Nid ou Médecins du Monde qui jouent un rôle essentiel. Elles proposent un soutien médical, psychologique, mais aussi juridique et administratif pour aider les personnes prostituées à sortir de la violence, voire de la prostitution si elles le souhaitent. Mais même ces structures sont en difficulté. Alors il faut accompagner, mais accompagner, c'est prendre en compte la complexité de ces trajectoires. Certaines femmes ont fui des réseaux de traite, d'autres viennent d'autres pays, du Congo, du Brésil, de Chine. Beaucoup sont mères, parfois sans papier, parfois sans logement. Mais dans tous les cas, les putes existent. Les putes, les putains, les travailleuses du sexe, elles ont toujours existé, que ça soit dans un bordel ou dans la rue. Les putes n'ont pas arrêté et ne vont pas arrêter, qu'on le veuille ou non. Alors autant les soutenir, autant parler et autant dire quand on est en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!